Oui, bonjour Madame Fofana. Donc je suis danseuse chorégraphe et militante associative depuis plusieurs années. Oui. Et donc fort de tout ce qui est dit là, et je trouve ça très intéressant. Mais moi, ce que je voulais savoir, ce que je n'ai pas entendu, c'est la place du jeune. Tout à l'heure, le monsieur disait à juste titre qu'on avait un souci dans la valorisation de soi. Je pense que tous ces problèmes on doit voir les images, on doit pas les voir, qui dit quoi, c'est pas ça le souci en réalité. C'est qu'à un moment donné, un jeune qui va être bien dans ses baskets et qui va savoir pourquoi il fait les choses, il sera moins tenté qu'un jeune qui est perdu. Ouais. Donc le vrai problème, même s'il voit les images, ce que vous dites. Même s'il voit les images. D'accord. Je pense que vraiment le vrai problème et la vraie question, ce serait de savoir aujourd'hui qu'est-ce que le gouvernement fait, parce que ça c'est pas un problème qui est né d'aujourd'hui. Ça fait 30 ans qu'on est dessus. Aujourd'hui, nous sommes les dommages collatéraux de ce qui s'est passé depuis plusieurs années. On nous laisse parquer dans des endroits, tant que ça va bien, tant que ça chauffe pas, on nous pose pas de questions. Aujourd'hui, ça ressort. C'est trop facile de dire oui, bon alors on va cacher les images, c'est bien, c'est pas bien, on va mettre des vidéos, c'est pas ça le problème. C'est qu'à un moment donné, il faut prendre chaque enfant, chaque personne, les responsabiliser, les aimer dans ce qu'ils sont et les respecter. Tant qu'on n'a pas fait ça, on n'arrivera à rien. On ne peut être que d'accord avec vous. Réaction de Ménélique Mais c'est avant même la pas deuxième prendre question. chaque enfant, c'est faire vraiment un plan pour que les gens aient des perspectives. C'est vraiment une question de perspective. Moi, par exemple, dans ma famille, nous sommes catholiques, enfin, pas pratiquants mais catholiques. J'ai 5 frères, deux de mes frères sont devenus musulmans, mais pourtant ils ne sont pas tombés dans un extrémisme ou bien dans une radicalisation. Simplement, ça dépend. Donc ils se sont convertis à l'islam, mais sont sombrés dans le radicalisme. Bien sûr, mais ça dépend. Exactement, exactement. Donc ça dépend du contexte, ça dépend de ce qu'on propose, ça dépend du plan que chacun a de sa vie et de la vision qu'il en a. Ouais. Voilà. Alors vous nous amenez tout naturellement aux solutions qui sont proposées, que nous a proposé Samir Sabi dans son reportage, c'est-à-dire des sites pour repérer la radicalisation de certains jeunes, s'ils commencent à s'habiller d'une certaine manière, à faire trop pousser la barbe, à être un peu renfermé sur lui-même. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, Mourad Ben Chalabi? Moi, je pense que c'est très dangereux cette infographie. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle crée de la confusion. Un jeune, j'ai vu une baguette barrée en disant oui, s'il change de régime alimentaire, il faut s'inquiéter. Je pense que c'est. C'est le site du ministère de l'Intérieur. Il ne faut pas confondre une pratique religieuse, après on peut ne pas être d'accord sur la façon de pratiquer, etc., et le terrorisme. L'engagement dans la lutte armée est une pratique voilà, qui est très visible. Donc, il faut faire attention. Beaucoup de parents qui m'appellent en me disant « Oh là, ma fille, elle commence à changer, elle ne mange plus, elle mange du halal, etc. Ça y est, elle va partir en Syrie. » Puis moi, je suis obligé de leur dire « Attends, c'est plus compliqué que ça. » Mais parce qu'on a tendance à simplifier après. La radicalisation, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? La définition qu'on apporte, elle est très limitée, elle est très biaisée. De quoi on parle? C'est des idées? Faut expliquer d'abord ce que c'est. C'est un ressentiment avant tout. C'est un sentiment d'injustice. Donc il y a aussi une dimension politique qu'il faut pas nier. Il y a des conflits qu'on voit défiler. Puis en plus avec l'internet. Parce qu'on présente toujours des jeunes comme étant manipulables, influençables. Or, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes en Syrie qui ont eu une éducation, qui sont assez cultivées, et qui connaissent un peu le contexte international. Et quand les gens reviennent, le peu de journalistes qui sont allés là-bas disent finalement il y a un discours politique derrière sur des musulmans qui ont été mais c'est pas ça, tués. C'est surtout que c'est que politique en réalité. C'est-à-dire que la religion, évidemment, c'est le carburant. C'est évidemment pour justifier, pour légitimer, pour donner des arguments, etc. Mais c'est que politique. L'État islamique, c'est quoi? C'est un groupe qui veut prendre du terrain, qui veut s'accaparer une partie de l'Irak, etc. Donc, la religion, c'est le prétexte. Je suis parti en Afghanistan, c'était la même chose. Moi, j'étais à Guantanamo, j'ai parlé avec des responsables talibans qui m'expliquaient, quand j'étais là-bas, qui m'expliquaient que eux, il y avait évidemment la manipulation des services pakistanais, qu'il y avait des luttes de terrain entre Pashtuns, Farsi, etc., que c'était en réalité que politique. Après, la religion, évidemment, ça c'est pour fédérer. Il n'y a rien de plus efficace que pour fédérer que la religion. Parce que là, pour le coup, on a tous un objectif commun. Et on est prêt au sacrifice. Vous parlez déjà de l'État islamique à l'époque ou pas? Les talibans, c'est la même chose. C'était quoi la différence avec les talibans? C'est un État aussi. C'est un État islamique, le régime des talibans. Il y a rien de nouveau. Le mot religion, religaré, il y a relier. Donc c'est fait pour ça. La religion, c'est pour relier. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, c'est pas plus de Coran qui aboutit à cette dérive. C'est pas plus de Coran. Parce que vous avez vu ce terroriste qui avait le Coran pour les nuls dans son bagage. Donc ça veut dire que c'est pas plus de Coran. C'est une mauvaise lecture où ce sont des raccourcis. Si je puis me permettre. Moi, je suis plus religieux aujourd'hui. J'ai jamais autant lu le Coran qu'à Guantanamo d'ailleurs. J'ai jamais vous autant êtes plus religieux, comment vous êtes Je suis plus religieux aujourd'hui. Parce que c'est à Guantanamo, c'est très difficile de prendre la distance avec la religion parce que le système était comme ça.
Je suis plus religieux aujourd'hui, mais je me sens pas plus énervé. Voilà, c'est pas une contradiction. C'est pour ça, faut pas faire attention, quoi. Peut-être au contraire, vous êtes plus apaisé. Ça donne les outils surtout. Au contraire, quand on maîtrise la religion, on a les outils pour prendre des distances, pour pouvoir justement pas tomber dans certaines dérives. Je pense qu'au contraire, c'est plutôt de nature à arranger les choses qu'à les rendre plus compliquées. Et Sam, sur les solutions. Vivez la République aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, il y a dû avoir une scission. Est-ce que vous vous identifiez à la République avant par rapport aujourd'hui, vous qui vous en êtes sorti, la République, ça moi, je raconte un truc. Moi, je raconte un truc qui étonne souvent les gens. Je leur dis, moi, je me suis jamais autant senti français qu'à Guantanamo. Oui. Comme beaucoup de Français se sentent très français à l'étranger. Pourquoi? Parce que à Guantanamo, j'étais le français. Je parlais français. C'est ce qui faisait la différence entre les autres détenus. J'étais français. Donc, tout ça pour dire qu'évidemment, moi, j'ai parlé le fait aussi. À un moment donné, c'est vrai que je suis parti en Afghanistan parce que c'était aussi sortir du ghetto. C'est aussi simple que ça. Alors, question, et puis je vous laisserai réagir, Issam El Defraoui, juste après. Je vais juste permettre de rebondir, puisque bon, c'est un petit peu un sujet sur lequel on travaille chez FS Vivre Sans Frontières. Je suis complètement d'accord avec ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, tout extrémisme au sens large est majoritairement dû au manque de perspective des jeunes, au sens général du terme. Et je pense qu'il y a cette notion du départ à l'étranger. Enfin, je sais pas dans quelle mesure on peut en tenir compte, mais j'ai l'impression que dans le monde dans lequel on vit, il y a cette notion. Nous, on reçoit tous les jours des adolescents qui ont envie de partir, ils savent pas pourquoi, ils savent pas forcément toujours l'expliquer, mais ils ont cette envie que nous on traduit souvent par une envie d'autonomie, une envie d'aventure, de sortir aussi d'un milieu qui est familier, de se tester ailleurs dans d'autres conditions. Et est-ce que ce serait pas un investissement finalement rentable, un investissement public nécessaire de permettre que cette expérience-là, que cette ouverture internationale, soit accompagnée et soit encadrée et d'investir pour qu'elle soit accessible aussi au plus grand nombre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'accord, c'est une bonne question. Vous aviez, ça rejoint un peu votre expérience, Mourad Benchelali, puisque vous aviez envie de partir, vous aviez envie d'aventure, vous avez eu cet appel familial, donc ça peut être le cas de nombreux de nos jeunes. On parle de beaucoup de jeunes qui partent faire le djihad, mais de mon point de vue, c'est la conséquence, c'est un malaise plus global. On ne parle pas de jeunes qui tombent dans la drogue, il y en a plus. De jeunes qui partent, même pour d'autres raisons, qui quittent la France, évidemment pas pour des raisons violentes, mais qui quittent la France pour aller voir ailleurs, il y en a plein. Donc il y a une jeunesse, évidemment, qu'à un moment donné, qui a du mal à construire un avenir, il n'y a pas de projet commun, on l'a dit, il manque tout ça. Moi, je suis aussi encadrant en insertion. Je ne me contente pas de faire prêcher la bonne parole, je pense aussi qu'évidemment, un jeune est moins vulnérable s'il a un métier, s'il a un projet, s'il a un but, s'il a un modèle aussi. Tout ce qui manque aujourd'hui.